à l'époque, il était justement secrètement en train de préparer son rôle pour, Black Panther. Donc moi, j'étais parti, à Los Angeles pour, finaliser, un long métrage que je réalisais et juste avant un moment de tournage, je suis allé boire un coup dans une boutique et j'ai vu bizarrement et c'est ça qui a retenu mon attention, une personne face au mur qui ne bougeait pas, qui regardait le mur, pendant que tout le monde faisait la queue pour, Mhm. commander et en regardant bien la personne, je me rends compte que c'est Chadwick Boseman et moi à l'époque, il avait joué, Jackie Robinson, je crois, dans le film 42 et il avait surtout fait, James Brown, le biopic que j'avais vraiment adoré donc je suis allé le voir et je l'ai félicité et je me souviens, je lui ai demandé une photo et il m'a dit: «Non, je peux pas et j'ai vraiment pas le droit en ce moment» et donc je suis reparti, prendre ma boisson. J'ai pris ma boisson, je suis sorti et donc je vais pour prendre ma voiture et pour aller tourner et il m'arrête, donc il me course, il me suit, il m'arrête, il me dit, viens, on On fait fait la la photo». photo. Et une chose que je retiens souvent de ma mère, c'est que, il y a un côté il y a une chose qu'elle me disait, c'était: «Ouais, c'est vrai, tu es noir, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on te voit». Dans le sens Mhm. en fait, c'est un mal pour un bien. Il y a des fois où, quand j'étais petit, je pouvais me dire: «Mais pourquoi on n'aime pas les noirs?» et Mhm, cetera mhm, et elle arrivait à me renforcer comme ça. mhm. Aujourd'hui, dans Brillard et le podcast, je vous présente une personnalité inspirante. Cette personnalité, c'est un acteur et un réalisateur. Son histoire parle de passion, de courage, d'héritage et de création. Parce que mon invité ne se contente pas de rêver sa vie. Il la filme, il la vit, il la partage. Mesdames et messieurs, signore et signori, préparez-vous pour un épisode explosif. Et surtout, n'oubliez pas le rituel. Asseyez-vous confortablement. C'est parti. Un petit frère ou une petite sœur? Mais le problème, mon cœur, avec les petits frères et les petites sœurs, c'est qu'ils prennent toute la place. Et après, on peut plus jouer avec toi. C'est dommage, tu trouves pas? Par contre, ce qui est magnifique, c'est que ça te fait un ami ou une amie pour toute la vie. Ah, mais un ami avec qui il faut partager ta chambre. C'est génial ça, pour se raconter des petits secrets. Ou pour s'entretuer, on sait pas. Parce que moi, j'ai personne avec qui parler et qui jouer en face de moi. Mais bien N'est-ce sûr, pas mon cœur. Est-ce que tu crois que dans la vie, les choses se produisent inévitablement? Ou alors c'est nous qui mettons, qui créons les conditions pour que ces choses se produisent? Parce que, en vérité, peut-être qu'on est dans un genre de matrice où chacune de nos actions a des conséquences. Et ça, que Dieu soit là ou pas, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une basique loi de cause à effet. Voilà. Olivier, bonjour. Bonjour Christelle, ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci. L'introduction était incroyable. On est très heureux de te recevoir dans ce podcast. Moi, j'ai envie de te poser la question que j'appelle un peu brise-glace. Si Olivier devait se définir en 3 mots, quels seraient ces mots-là? En 3 mots, être humain passionné. Waouh! Et pourquoi? Parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes d'arriver à mettre le doigt sur sa passion et de s'y tenir. Mhm. Et parce que quand on est petit, je crois que c'est l'un des instants dans la vie qui est l'un des instants les plus importants. Mhm. Et que malgré le fait que quand on est petit, on souhaite devenir rapidement adulte, et ben en vérité, le statut d'adulte, c'est un peu surcoté, je trouve. Et que Mhm. quand on est devenu adulte, il faut essayer de chérir son enfance. Moi, je vais te proposer quelque chose. Je vais
permettre aux téléspectateurs, aux personnes qui nous regardent, de te connaître un peu plus en profondeur. Et ça va être avec la rubrique Inspibio. Olivier, dans la rubrique Inspibio, je vais commencer des phrases que tu vas terminer toi-même et si tu veux, tu pourras développer et ça va permettre aux gens de mieux te connaître. D'accord? Tu es prêt? Ok, prêt. Je m'appelle. Olivier Kissita, Je suis née à. Gonesse. J'ai grandi à. J'ai grandi un peu partout en région parisienne, mais essentiellement sur Paris. Mes racines m'inspirent parce que. Pour plein de choses, parce que il y a une phrase qui dit plus on creuse dans la terre, plus la terre devient noire. Mes proches me décrivent comme. Comme quelqu'un de passionné. Ah, ça, il y a toujours le mot passion qui revient à chaque fois, ok? Ce qui me rend le plus heureux. Mon travail, ma passion. Non, non. Non, là, je dirais plus ma famille. Ok. Mais ceux qui m'entourent. Si je pouvais revivre un souvenir, ce serait. Me souvenir d'un souvenir? Le jour où j'ai rencontré Denzel Washington. Ah, bien. Raconte-nous un peu. J'avais 16 ans, je suis allé aux États-Unis avec ma mère et mes frères et on a eu la chance d'assister à une pièce de théâtre, donc c'était Julius César dans laquelle Denzel avait le rôle principal sur Broadway et en sortant, on l'a attendu et donc il est sorti, il a signé des autographes un peu à tout le monde, il m'a signé un autographe. Il est reparti. Il y avait une Américaine qui n'arrivait pas à l'atteindre, donc j'ai pris son papier, je l'ai tendu et il est revenu et il a fait une petite blague et tout. Il a dit ouais, tu crois, je vais te signer tous les papiers que tu me donnes et tout. T'as cru je sais pas quoi. Donc on a rigolé, il m'a checké. Il est parti et ma mère, qui était pas loin, elle est devenue, bon, c'était ma mère, mais elle se comportait comme une enfant de 14 ans. Une groupie. Après, elle a dit, tu vois, c'est un signe. J'avais juste 16 ans. C'est un signe, il faut que tu continues. Tu vois. Donc, ouais, c'était un moment important. Waouh, magnifique. Si je pouvais passer une journée idéale, je ferais. Je passerai un peu de temps avec ma famille. Je voyagerai dans un pays, je sais pas, soit au Congo, soit en Côte d'Ivoire. Je ferai un peu de mon métier, c'est-à-dire soit un peu d'acting, soit un peu de réalisation. J'assisterai à une diffusion de mon travail, donc avec le public, pour que je puisse voir si mon travail fonctionne. Et je mangerai un bon plat. Lequel? Soit semoule sakasaka, soit dombré aux crevettes. Ok. Bien, on va revenir sur les plats après, t'inquiète pas. Ce que j'aimerais changer dans le monde, c'est. Si jamais j'avais la chance de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, c'est la meilleure représentation concernant les gens qui ont mon profil, donc les noirs, quoi. Ok. Un moment qui a tout changé pour moi, c'est. Bon, j'ai parlé du moment avec Denzel Washington. Je parlerai peut-être du moment avec Chadwick Boseman, donc l'acteur de Black Panther. Donc pareil, je l'ai rencontré et à l'époque, il était justement secrètement en train de préparer son rôle pour Black Panther. Donc moi, j'étais parti à Los Angeles pour finaliser un long métrage que je réalisais. Et juste avant un moment de tournage, je suis allé boire un coup dans une boutique et j'ai vu bizarrement, et c'est ça qui a retenu mon attention, une personne face au mur qui ne bougeait pas, qui regardait le mur, pendant que tout le monde faisait la queue pour commander. Et en regardant bien la personne, je me rends compte que c'est Chadwick Boseman. Et moi, à l'époque, il avait joué Jackie Robinson, je crois, dans le film 42, et il avait surtout fait James Brown, le biopic que j'avais vraiment adoré. Donc
je suis allé le voir, je l'ai félicité et je me souviens, je lui ai demandé une photo et il m'a dit: «Non, je peux pas et j'ai vraiment pas le droit en ce moment». Et donc je suis reparti, prendre ma boisson. J'ai pris ma boisson, je suis sorti et donc je vais pour prendre ma voiture et pour aller tourner et il m'arrête, donc il me course, il me suit, il m'arrête, il me dit, «Viens, on On fait fait la la photo». photo. On fait la photo, je finis mon tournage, je rentre plus tard, en France et j'apprends, Marvel Studios, prochain Black Panther, Mhm. Chadwick Boseman. Waouh! Black Panther, c'est l'un de mes héros, tu vois? Mhm. Donc voilà, c'était un moment, qui m'a appris, par exemple, une chose, ça m'a appris plein de choses, mais c'est l'humilité, en fait, de ces personnes-là. Mhm. C'est des personnes qui te donnent le temps, même si elles ont pas le temps et puis surtout, elles ont pas ton temps. Elles sont là par rapport à toi. Donc ouais, c'est une personne très humble et c'est très inspirant pour moi. Mhm. Le plus grand risque que j'ai pris. Le plus grand Risque. risque. Bon, on va dire que dans une carrière d'acteur, il y a des rôles, tu te poses des questions, il y a des rôles qui Mhm. sont un peu plus évidents. Donc il y a peut-être effectivement des rôles, il y en a pas mal que j'ai refusés, mais il y en a que j'ai acceptés et je me suis rendu compte sur le tournage que c'était pas du tout ce qu'on avait, signé. Donc c'est peut-être ça, je pense à un rôle en particulier, mais au final, il y avait plus de peur que de mal. Mhm. Mhm. Une phrase ou une valeur qui me guide. If you wanna make, the world a better place, if you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Michael Jackson, Man on the Mirror. Merci beaucoup, Olivier. J'ai fini de te torturer. C'était dur, j'ai chaud. Est-ce qu'il y a pas ventilo, Kleenex là? Oh, je De transpire. l'eau. Ah! Mais là, c'est bon, tu as géré les réponses. Alors, petite question. D'où te vient cette passion pour le cinéma et la représentation? Donc j'ai grandi dans une famille, je le dis souvent, très cinéphile. Mon Mhm. père et ma mère, qui adoraient, les films, les séries et qui adoraient, notamment les films et les séries où les noirs étaient bien représentés. Mhm. Donc on avait un courant comme la Blaxploitation et surtout tout ce qui a suivi après. On avait des Spike Lee, des Denzel, des Wesley Snipes. Et donc on m'a montré ça très jeune et donc je me suis nourri de ça. Et je pense que ça vient de là. Donc la première chose que je voulais faire dans ma vie, c'était devenir acteur. Monsieur Olivier Kissita, tu es né à Gonesse, Mmh n'est-ce pas? mh. Mmh. D'une mère guadeloupéenne Mmh. et d'un père congolais. Mmh. Non, je dis bien congolais. Mmh. Donc, quelle place occupaient tes origines à la maison quand tu étais enfant? Alors j'ai vécu avec ma mère, et avec mon père parce ils ont divorcé très tôt. Hem, la culture, occupait, une grande place. Mhm. Donc par exemple, ma mère, on allait souvent, aux Antilles, en Guadeloupe. Hem, quand j'étais petit, ma mère était, mariée à, donc mon beau-père de l'époque Mhm. qui lui, nous parlait, s'exprimait en créole. Et du côté de mon père, i aussi en termes de culture, on était vraiment bien nourris. Je suis allé au Congo plusieurs fois. Donc mon père, lui, il a un côté encore, on va dire encore plus, important par rapport à Mhm. ma mère, c'est le côté très religieux. Donc j'allais souvent à l'église, avec lui. Hem et voilà. Mais par contre, mon père, comme ma mère d'ailleurs, m'ont toujours parlé en français. Heu, donc c'est peut-être un côté de la culture effectivement que j'ai moins, Mhm. parce que, tout se faisait en français quoi, tout le temps, tout le temps, tout le Mhm. temps. Mhm. Hem, voilà. Et
justement, là, tu nous as parlé un peu de, voilà, de ce que tu as vécu avec papa, avec maman. Mais ton quotidien, en fait, comment Mmh. ça se passait Quand j'étais petit, quand tu étais petit, quand tu étais enfant? mon quotidien, c'est-à-dire, bah, j'étais petit, j'allais à l'école, mes Mmh. parents ont toujours, mis un point d'honneur sur l'école. Moi, très tôt, je voulais faire des études, d'art dramatique, OK. mais donc je suis allé, ils ont accepté de me laisser aller faire, mes études d'art dramatique, jusqu'à la Sorbonne, option sciences politiques et Mmh. sociales, c'est juste à ce moment-là que j'ai pu, et qui m'ont accompagné, pour faire ces études. Hem, donc voilà, mais sinon j'ai passé une enfance, essentiellement sur Paris, Mmh. région parisienne et voilà et donc j'ai pu, à côté de l'école, faire pas mal d'activités aussi extrascolaires donc Mmh. j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de différents arts martiaux, j'ai fait de la danse, j'ai fait, du piano, du solfège, voilà, j'ai été bien on m'a bien, sensibilisé. Mmh, sensibilisé à l'art, Ouais. on va dire ça comme ça. Est-ce que tu te sentais déjà différent à cause de tes origines ou c'était pas quelque chose, envisageable? Bah, je dirais c'est peut-être à partir de la cinquième où Mmh. j'ai intégré, un collège où il y avait plus j'aime pas le mot, hein, mais de diversité. Mmh. Des gens qui me ressemblaient. Avant, c'est vrai que pendant longtemps, c'était un peu plus compliqué, Mmh. notamment j'ai eu des moments où j'ai vécu, dans le 77, où là, il y avait que des blancs, donc je me souviens, c'était je crois au CE1, hem, où quand tu es petit donc juste avant ce moment-là dans le 77, hem, j'étais à un moment j'ai vécu 1 an en Guadeloupe. OK. Avec ma mère. Donc là, c'était beaucoup plus il y avait moins de rejet, on va dire. Mmh. Mmh. Mais quand juste après la Guadeloupe, tu arrives, en campagne, dans le 77, là, effectivement, j'ai connu un racisme, Mmh. virulent. Mais les enfants, en fait, ils s'en rendent pas compte, je pense. C'est un genre d'éducation, c'est des choses qu'ils ont intériorisées, mais toi, quand tu es enfant, tu arrives pas à prendre ce recul, donc Mmh. il y a eu des petits passages comme ça, où c'était compliqué, mais sinon, j'ai relativement passé une bonne enfance quand même. Mmh. Et justement, comment tu faisais pour faire face à ce rejet? On va dire ça comme ça. Mmh. Est-ce que tu étais de l'idée que, bon, ça va finir, c'est pas grave ou tu étais de l'idée que, bon, il faut que je m'affirme? Comment toi tu as vécu ça et comment tu as fait justement pour surmonter ça? Je crois que j'ai intériorisé et OK. en Mmh. grandissant, j'ai compris que c'est mauvais Mmh. d'intérioriser ou en tout cas, il faut trouver un moyen d'extérioriser tout ça. Mmh. Mais quand j'étais petit, j'ai eu une éducation où on m'a appris: «Il faut pas faire de vagues, il faut pas faire de bêtises». Mmh. Hem, donc les injustices que je vivais à l'extérieur, j'intériorisais beaucoup. Mmh. J'ai très certainement une ou 2 fois, pété un petit câble, mais heureusement, c'est jamais, parti, aller trop loin non plus. Mmh. Mais ouais, donc malheureusement, ça a été beaucoup de d'intériorisation et je pense que c'est plus tard, en grandissant, que j'en ai parlé, qu'on a échangé, qu'on m'a fait comprendre des choses. Mmh. Mais au début, je me dis: C'est dû, tu dis rien, Mmh. tu de faire comme si tout va bien», voilà. Mmh. Il y a une chose que je retiens souvent de ma mère, c'est que, il y a un côté il y a une chose qu'elle me disait, c'était: «Ouais, c'est vrai, tu es noir, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on te voit». Dans le sens Mmh. en fait, c'est un mal pour un bien. Il y a des fois où, quand j'étais petit, je pouvais me dire: «Mais pourquoi on n'aime pas les noirs?» et Mmh. cetera Mmh. et elle arrivait à me renforcer comme ça. Mmh.
contrairement aux autres qui, bah, en fait, ils font partie de la masse. Donc, voilà, on les voit moins. Donc, voilà, j'ai eu de la chance d'être bien Mmh. éduqué, bien entouré. Mais justement, c'est quoi que le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui n'ont forcément pas la chance d'être bien entourées? Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, on a plusieurs réactions. Moi, je sais que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que j'ai grandi aussi dans une ville où il y avait plus de blancs que de noirs. Donc, moi, de mon côté, par contre, moi, je n'intéressais pas du tout. En fait, moi, c'était la bagarre. Bon, je le dis, hein, il n'y a pas de souci. Je suis devenue très douce, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'était la bagarre. Donc, quel conseil tu peux donner à ces gens-là? Bah, d'essayer d'en parler en tout cas avec Mhm. de grandes personnes, avec des adultes. Essayer justement de prendre cette frustration, de prendre cette souffrance et la transformer en quelque chose de positif comme de la motivation. Hem, Par exemple, le fait que certaines personnes dévalorisent les noirs ou les africains, ça peut aussi nous motiver à encore plus comprendre qu'est-ce que c'est être noir, l'histoire de l'Afrique, pourquoi est-ce que du coup, et ben, être noir et l'Afrique gênent tant? Peut-être qu'il y a des raisons sous-jacentes que ces Mhm. personnes qui haïssent ne diront jamais. Mhm. Donc, Mhm. c'est facile pour moi de le dire, là, je suis assis, je suis bien invité dans une belle émission, quand on vit la chose, au jour le jour, c'est beaucoup plus difficile, mais ouais, essayer de se souvenir que, bah, il y a certaines haines qui viennent de quelque part Mhm. Mhm. et cette origine-là, peut-être peut-être que justement ces gens-là veulent cacher l'origine. Mhm. Alors que, quand on connaît les raisons de leur haine et bah, du coup, on comprend que c'est ridicule et en fait Mhm. les 1ères, victimes, du racisme, bah, c'est les racistes eux-mêmes, quoi. Eux-mêmes. Mhm. Donc, surtout, faites-vous entourer, parlez-en, ne faites pas comme moi, ne faites pas la bagarre. Voilà, c'est Bah, tout. bagarre, c'est mal, après on va dire: «Ah, vous avez vu?» Vous avez vu? Voilà, tu vois? Bon, c'était mon côté. Bon, bref. Ok, Olivier, t'as fait un peu de danse dans ta Ouais, vie? un peu, ouais. Mhm. Ouais, quand j'étais plus Tu veux jeune. nous en parler un peu? Ouais, en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un moment, où je faisais du break dance. Ok. J'étais, au collège, je crois que j'ai commencé. Donc j'avais un groupe d'amis, on a fait pas mal de battles, donc de compétitions. On a fait certaines qui étaient même internationales à l'époque. Donc autant j'avais fait, du kung-fu wushu pendant quelques années, autant c'était mon autre, parallèlement, c'est ce que j'aimais faire aussi, du break. Donc Hmm. c'était cool, c'était cool. C'était cool, t'as fait ça pendant combien de temps? Moi, je dirais, 5-6 ans, hein, Oh, 6-7 quand même. ans. Ouais, Mhm. ouais, ouais, je m'entraînais régulièrement et en fait, il y a un moment où j'ai arrêté, où Mhm. j'ai en tout cas diminué, c'est que, donc ça me concerne, hein, bien sûr, c'est très subjectif. Mhm. Je remets pas en cause évidemment, les danseurs, les breakers et tout, mais, c'était une image que je renvoyais aux gens, que je commençais, en grandissant, à moins assumer. Dans le sens où il y a beaucoup de gens, quand ils me voyaient, ils me disaient: «Vas-y, fais un grand écart, vas-y, saute, vas-y, danse» Ouais. et Mhm. et je commençais j'avais l'impression que je devenais, le danseur des gens, le clown des gens, et puis il y a aussi cette idée que le noir, l'image du danseur, je trouve que être noir, c'est pas juste être un danseur, c'est plein d'autres choses, mais ces autres choses, est-ce qu'elles sont aussi bien mises en lumière, en avant que le côté danse chez le noir? Je pense pas, donc voilà, c'est peut-être aussi par rapport à tout ça que j'ai un peu diminué et que je me suis Mhm. concentré à ma vraie passion. Ah, ta passion. Ouais, D'accord. Les débuts de Olivier en tant qu'acteur. ouais. Comment ça s'est passé? Les débuts, c'était moi qui me mettais en scène, qui écrivais mes propres scénarios, mes propres vidéos et qui demandais à mes amis de me filmer. Ensuite, dès que j'ai pu, dès que mes parents ils m'ont autorisé, je suis allé prendre des cours. Donc,
des cours d'art dramatique en école. J'ai fait plusieurs stages aussi, dont un qui m'a vraiment ouvert les chakras, quoi, à Broadway, à New York. Ça m'a vraiment fait du bien. Et donc, parallèlement à cette formation, j'ai fait pas mal de casting aussi. Euh, et c'est justement cette structure, ce système de casting, les refus, et puis surtout les mêmes rôles qui me revenaient à chaque fois, Mhm. c'est tout ça qui m'a conforté dans l'idée de continuer à écrire moi-même, à réaliser moi-même, à faire mes propres films. J'ai d'ailleurs un prof à l'école qui m'expliquait que aujourd'hui, on vit dans une époque où les moyens de production sont beaucoup moins chers, et qu'on a des plateformes comme YouTube, comme le Mhm. streaming, qu'il y avait pas il y a quelques années. Donc, c'est par rapport à toutes ces raisons qu'il fallait nous-mêmes être force de proposition. Et nous, quand il nous expliquait ça, le prof, il parlait même pas encore de racisme. Mais quand en plus tu rajoutes le côté, tu noir dans un pays, en France, et bah, il avait totalement raison. Donc, c'était un peu ça, quoi, mes débuts. Mhm, mhm. Et est-ce que justement pour casser ces codes-là, n'est pas qu'on nous mette toujours dans la même case, il faut peut-être prendre une autre voie, dans le sens où tu m'as expliqué que on t'attribuait toujours les mêmes rôles et tu étais obligé toi-même d'écrire des scénarios. Est-ce qu'il faut forcément passer par là voilà, pour changer l'image, quoi? Je pense qu'il faut passer par là. Et là, on parle d'acting, mais c'est comme dans tout. C'est comme, je sais pas moi, la littérature, c'est comme Mhm, les entreprises, l'économie, j'en sais rien. Il faut qu'on soit partout pour qu'on soit représenté, premièrement, et surtout qu'on soit respecté. mhm, Pour qu'on ait un poids. S'il y a personne, ou alors si on est là mais qu'on fait pas de bruit, on parle pas, voilà, on rase les murs, et ben personne va prendre le temps de nous donner un beau rôle, de nous donner l'opportunité d'écrire le prochain prix Nobel de littérature, de nous donner la possibilité de pouvoir s'exprimer et d'ouvrir notre propre entreprise mhm, prochainement au CAC 40. Enfin, je fabule peut-être, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en scène. Et par rapport à l'acting, oui, c'est un milieu très fermé. C'est un milieu où on est sous-représenté. Et si on est sous-représenté, on est mal représenté. On ne peut pas juste rester dans les métiers d'acteur. Parce que ça voudrait dire rester toujours, éternellement, hem, victime d'un système, et mhm, ne pas être force de proposition. Si les scénaristes, si les producteurs, si les diffuseurs, sont que d'un certain groupe, d'une certaine ethnie, d'une certaine, catégorie sociale, bah, c'est problématique, en mhm, vérité. Parce mhm. qu'il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait une seule façon de voir, le monde. Hem, donc voilà, faut pas hésiter, il faut se mettre en scène. Mhm. Si je te dis YouTuber, Ouais. ça te dit quoi? Ça me parle, c'est un film, c'est, je crois, le premier long métrage que j'ai réalisé. C'était un docu-fiction. Mhm, Donc, à l'époque, je mettais beaucoup de mes créations sur internet. mhm, D'ailleurs, je l'ai fait avant que YouTube arrive. J'étais sur Google Vidéo à l'époque, ça mhm, s'appelait. Après, je suis allé sur Dailymotion, je suis allé sur Skyblog, et après YouTube est arrivé et j'ai mis mes productions dessus. Et à un moment donné, je me suis dit que je voulais faire un long métrage parce que j'avais fait un court métrage qui avait gagné des prix en festival qui s'appelait 10 Years. mhm, Je voulais me frotter au long métrage, et donc j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que j'allais faire une fiction, voilà. Et donc je me suis dit que j'allais faire une docu-fiction et parler un peu de ma propre vie, qui était le fait d'être un passionné qui crée et qui diffuse sur internet pour avoir un retour sur ce que je fais des 4 coins du monde. Et je me suis rendu compte, bah, qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui mhm, faisaient ça,
pas juste dans l'acting, pas juste dans la réalisation. Il y avait différentes, voilà, il y avait des make-up artistes, il y avait des cuisiniers et tout. Donc j'ai voyagé dans une dizaine de pays, j'ai interviewé une centaine de créateurs de vidéos et le mot à la mode à l'époque, c'était youtubeur. Aujourd'hui, je sais pas moi, c'est peut-être influenceur TikToker. ou TikToker ou voilà, tu vois. Mais chacun, c'est sa génération, on va dire. Moi, j'étais de la génération où on disait youtubeur, youtubeur, youtubeur. Et d'ailleurs, moi, je me retrouvais pas du tout dans le truc du youtubeur parce que généralement, ces titres viennent rarement des gens qui justement sont appelés youtubeurs. C'est souvent ceux qui sont pas youtubeurs qui appellent les autres youtubeurs. Souvent ceux qui sont à la télé, les journalistes des mainstream, des médias mainstream, qui n'hésitent pas à labelliser d'autres personnes. Et moi, je me voyais comme un acteur, je me voyais comme un réalisateur. Donc, quand on me disait, ouais, t'es youtubeur, sous-entendu, tu fais des vidéos dans ta chambre, parce qu'à l'époque, c'était ça. Les contenus les plus viraux, les plus célèbres à l'époque, c'était je crois qu'on appelait ça les podcasts en plus. Ouais. Aujourd'hui, on a récupéré ça, mais à l'époque, c'était tes face cam et tu dis, vous vous rendez pas compte, les chats, machin. Et c'était ça le tout gros truc, les Norman, les Cyprien et tout. Et donc, quand on disait t'es youtubeur, ça pouvait sous-entendre ça. Et je me retrouvais pas du tout. Donc j'ai fait tout un film dessus. Je suis allé dans les 4 continents et dans 4 continents, 5 continents. Et voilà, je suis allé aux 4 coins du monde quoi. Et c'était très enrichissant. Et d'ailleurs, ça m'a permis de décrocher mon premier contrat dans ma première série télévisée. On m'a repéré grâce à ce film. Donc c'était cool. Ah, félicitations. Merci Félicitations beaucoup. pour l'idée. Et comment tu choisis les histoires que tu veux raconter? D'où tu trouves ton inspiration, par exemple? De plein de choses, mais beaucoup de ce que j'entends de mon entourage ou moi-même de ce que je vis. Là, par exemple, j'ai parlé de youtubeurs parce qu'à cette époque-là, j'ai été créateur de vidéos. Là, récemment, ma dernière réalisation, c'est un film d'action, un drame qui s'appelle Frères d'ombre. C'est un court-métrage et ça suit la vie de 2 personnes. Et en fait, ces 2 personnes sont acteurs. Donc, il y a certains éléments dans le film qui s'inspirent de choses que j'ai entendues, qui s'inspirent aussi de certains moments dans ma vie. Voilà. Et franchement, je pourrais rester des heures en train de l'écouter. Mais on va marquer une pause. Voilà, on va marquer une pause pour faire une rubrique que j'aime faire et que mes invités n'aiment pas. Le scanner. Alors, non, ça ne fait pas peur, t'inquiète pas. Tu vas me scanner, c'est ça? Je vais te scanner. Quel est ton plat préféré, Olivier? J'arrive pas à choisir entre soit sakasaka, semoule, soit dombre et crevettes. C'est entre les deux. Bon, entre les deux, ok. Ta couleur préférée? Le blanc, je crois. Le blanc. C'est pas une couleur, c'est un spectre. Je sais pas. Le noir? Ça dépend pourquoi, en fait. Mais justement, j'allais te poser la question, pourquoi? C'est horrible. Le noir, par exemple, c'est la sobriété, c'est dans le monde vestimentaire, c'est quelque chose de beau, je trouve. Dans la symbolique, le vert, j'aime bien parce que c'est l'espérance, c'est la nature. J'adore aussi le rouge, mais tu vois, en fait, moi, mon problème, c'est ça. Je préfère être franc. Quand il faut faire des choix, j'ai du mal. Vous voyez, par exemple, je suis acteur et réalisateur, j'arrive pas à faire un choix. Ok. Ton genre musical préféré?
le hip-hop, je pense. Mais j'arriverai pas à choisir, mais s'il faut absolument que je S'il choisisse. faut choisir, c'est le hip-hop. Ah, la question. Ton pays de cœur. Tu vois, vous voulez que j'ai des problèmes. Vous voulez qu'on me tire dessus. Mon pays de cœur. Oui. Bon, mon continent, je peux dire mon continent de Oh, cœur. allons-y avec le continent de cœur. Continent africain, l'Afrique. Bien, on va prendre ça. Ta plus grosse bêtise. Ma plus grosse bêtise, c'est peut-être étant petit, je me suis trop reposé sur mes parents par rapport aux langues. Ok. Lingala, Kikongo ou même le créole. Je pense que j'attendais que ça vienne de mes parents. Mais mes parents m'ont toujours parlé français. Donc du coup, aujourd'hui, je me retrouve un peu... j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû peut-être me rapprocher des personnes qui parlent tout le temps en langue. Mais quand on est petit, on n'y pense pas. Merci beaucoup, Olivier. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci à moi. Parce que je pense à vous, je pense à mes invités, et puis je veux que cette émission se termine bien. Donc, on va arrêter. OK. Merci. Alors, Olivier, tu as tourné dans beaucoup de pays. Ces expériences t'ont apporté quoi en tant qu'homme ou en tant qu'acteur, réalisateur J'ai appris beaucoup. On voit la différence des mentalités. Ça, c'est vraiment la première chose. Tu vas, je sais pas moi, tu vas à Brazza, tu vas aux États-Unis, à Los Angeles, tu vas à Londres. Dans les trois localités, 3 manières de voir la vie différentes. Et c'est 3 richesses, en fait. Parce que nous, enfin, moi, je vais parler de moi. Moi, je suis un être humain. Et j'aime m'inspirer de tout. J'ai aucune barrière. J'aime, je crois que c'est Bruce Lee qui disait ça, prendre ce qui m'intéresse dans un domaine et rejeter tout ce qui me sert pas, quoi. Donc, j'aime cette idée-là. Et les voyages, c'est magnifique grâce à ça. Ça permet de t'enrichir. Justement, de te poser une autre question avant de passer à une autre rubrique, c'est de savoir en fait si tu devais transmettre quelque chose à un jeune qui te regarde aujourd'hui, ça serait quoi de tes expériences, de tout ce que tu as vécu? De ne pas attendre. Si jamais la porte elle est fermée, passe par la fenêtre. De te former, et si t'as pas, peu importe ce que tu fais, de te former, et si t'as pas les moyens d'aller dans une grande institution, de te former en faisant, mais de faire. Quand j'étais plus jeune, j'avais une expression, ceux qui me connaissent, ils la reconnaîtront, c'est faire les chats aux us. Ça veut dire que tu fais tellement les choses que le mot chose, il change. Et tu fais maintenant les chats aux us. Et t'attends rien sur personne. Et d'ailleurs, on a plein d'exemples comme ça. Je trouve que ces gens-là ont même du mérite. Je les respecte plus, les gens qui ont rien et qui ont réussi à faire, plutôt que les gens qui avaient tout d'emblée. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je te propose de découvrir avec moi mon coup de cœur. Coup de cœur. Et si on laissait un peu les enseignes traditionnelles de côté, les enseignes traditionnelles de côté, et on se mettrait à faire des cadeaux du 100% Black-owned. Moi, j'ai un plan pour vous qui va vous plaire. C'est du 29 au 30 novembre 2025 à l'espace Guifi à Paris pour le Winter Vibes. C'est un pop store éphémère organisé par des créatrices 100% Black-owned issues de plusieurs domaines. Donc, vous avez de la beauté, de la nourriture, des jeux pour enfants, des produits de maison, tout ce qu'il faut pour faire le cadeau parfait
pour les fêtes de fin d'année. Donc, parmi les enseignes, on peut trouver Vegetal Dream, Garaya, Patisserie Cakes, Denbaya, Miss Nanga Chef, Herbalentique et boutique Afrosman Kids. Donc, si vous êtes à court d'idées et que vous voulez faire des cadeaux originaux, n'hésitez pas à vous inscrire à ce pop-up éphémère. L'entrée est libre. Bien sûr, il faut s'inscrire. Il y a un lien qui est partagé sur les différents Instagram des créatrices. Olivier, toi qui as justement cet amour pour le continent africain, qu'est-ce que tu en penses de cette initiative-là? Bah, c'est bien, il n'y en a pas assez, il faut continuer. Comme je disais, il faut représenter, il faut qu'on soit partout, dans l'entrepreneuriat, dans les marques. Donc ça, c'est bien. Là, je viens de voir, par exemple, une poupée noire avec toutes les caractéristiques noires. Je trouve que c'est l'une des choses les plus importantes. Les jouets pour les enfants. Et puis surtout, ça donne tellement faim. Donc, je soutiens. J'aime bien d'ailleurs aller dans les salons. Moi, mon problème, c'est que dans les salons, il y a toujours plein de stands et j'ai du mal À choisir. pas justement justement, je choisis trop de choses et je repars avec trop de choses. Donc, c'est trop bien, quoi. Il faut continuer. Donc, je vous rappelle, c'est du 29 au 30 novembre à l'espace Guifi Paris dans le 11e arrondissement. Vous aurez la possibilité de découvrir ces créatrices et puis voilà. Choisissez, faites des jolis cadeaux de fin d'année. C'est important. Olivier, en dernière partie, on va parler de la partie qui n'aime pas, en fait. Ça dit son palmarès. Parce qu'il est très humble. Et donc, il ne veut pas parler de ses prix. Mais tu as quand même gagné beaucoup de prix. Quand même. Donc, du coup, parmi tous ces prix-là, c'est lequel qui t'a fait le plus plaisir? Ou qui t'a touché le plus? Bah, je pense par exemple au prix meilleur acteur que j'ai reçu dans le festival Paris-Ivoire Cinéma, Paris-Ivoire Cinéma, je crois. C'est ça. C'était un beau prix parce que déjà par rapport à la compétition, il y avait des super acteurs, actrices que j'adore. Ouais. Et en fait, c'est mon amour de jeunesse, mon rêve d'enfance, c'est acteur de cinéma. Je suis devenu après réalisateur aussi. Mais me rendre compte que mon travail en tant qu'acteur plaît, recevoir un prix pour ça, justement, je trouve que ça n'a pas de prix. Parce que l'acting dans ma vie, c'est vraiment beaucoup. Mes acteurs préférés m'ont tellement appris, j'ai tellement été inspiré que quand je me retrouve dans une situation où j'ai la chance de pouvoir inspirer et qu'en plus on me donne un prix pour ça, et bah ça me fait chaud au cœur, quoi. Ouais. Donc c'est un plaisir et un énorme honneur. Donc, Olivier dans le futur, Olivier sur ses actions futures, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, il y a le film déjà Frères d'ombre qui va sortir, film d'action. On va faire des projections en France dans un premier temps. Il va partir en festival un peu partout dans le monde aussi. Donc ça, c'est une première chose. J'aurais aimé que Frères d'ombre soit une carte de visite par rapport à un projet, un long métrage aussi que je développe depuis pas mal de temps. Donc très certainement que ce long métrage aussi va suivre. Et sinon, j'ai d'autres projets en tant qu'acteur juste seulement par rapport à ceux-là. Qui vont commencer, on va commencer des tournages en 2026. Donc voilà, il y a des projets en tant qu'acteur et des projets en tant que réalisateur aussi qui arrivent. Alors, quand je vous ai dit qu'Olivier est humble, il est vraiment humble en fait. Parce que tu as une nomination qui arrive et tu m'en parles pas. Une nomination qui arrive? C'est le continent africain, je vois tout. Ah oui! Je vois tout. Oui, c'est vrai. Waouh, on peut rien te cacher. Ah non! Oui, c'est vrai. J'ai été nominé
encore une fois d'ailleurs, au Sotigui, Mhm. pour plusieurs prix. Je suis dans plusieurs catégories. Donc pareil, hein, je l'ai déjà dit, mais ça fait chaud au cœur, c'est un réel plaisir. Je pense pas que malheureusement, cette fois-ci, je pourrais y aller. J'ai été la première fois, Mhm. parce que je travaille, mais c'est trop bien. Et puis en plus, j'ai des amis, collègues aussi, qui sont nominés, très certainement, qui y seront aussi. Donc voilà, je remercie encore une fois les Sotigui, l'organisation, parce que c'est un véritable honneur. Merci beaucoup, Olivier. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Un peu partout, Insta, TikTok, un peu tous les réseaux. Donc mon nom, Olivier Kisita, K-I-2-S-I-T-A. Merci beaucoup, Olivier. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie l'équipe technique, l'équipe Afrique 1 et bien évidemment Faisal, comme d'habitude, voilà, le boss. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la découverte de nouveaux profils inspirants. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!